Tout le monde est là? Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours présents. Après 2 heures, 1 heure et demie d'un débat passionnant. Maintenant, on va s'intéresser à l'Harouérie aujourd'hui. Comment l'Harouérie vit toujours parmi nous. Alors, je vais vous présenter mes invités. On va commencer par Thierry Gigourel, qui est journaliste indépendant, qui est fin connaisseur de l'histoire bretonne. On lui doit des ouvrages de référence sur les druides, les mouvements bretons. Enfin, je vais pas rappeler toute la production de Thierry Gigourel. Et puis donc, vous avez entrepris donc une histoire effectivement braise, une histoire de la Bretagne en bande dessinée. Je crois qu'on est rendu au 8e volume, et dans le 8e volume, vous avez évoqué la question de l'Harouérie. Et puis également dans l'histoire des Côtes d'Armor en bande dessinée, vous avez évoqué la mort de l'Harouérie notamment. Donc, et vous venez de publier, donc je vais le montrer en avant-première, une bande dessinée qui sort aux éditions du Triomphe, qui s'appelle Colonel Armand, de Washington à l'armée des Chouans. Donc les dessins sont signés Manco, et le texte Thierry Gigourel. Donc je pense que c'est l'ouvrage que vous avez dédicacé ce soir. Et je vous dis d'avance que c'est une bande dessinée très réussie. Je vous en prie, c'est gratuit. Le deuxième invité, là, je suis un peu plus respectueux, c'est mon directeur des rédactions, monsieur François-Xavier Lefranc, donc directeur des rédactions du groupe SIPA Ouest France. Autrement dit, c'est celui qui garantit l'éditorial sur les supports print et web du groupe Ouest France. Et donc, il est en train d'achever un roman sur la vie de l'Harouérie, un roman qui devrait sortir en octobre prochain. Bon, en octobre, chez Robert Laffont. Très bien. Et donc, monsieur, on a beaucoup parlé déjà avec monsieur Thierry de Navassel, donc producteur de films et de séries à la télévision et au cinéma, et donc qui a un projet de série à partir du docu-fiction qu'il a écrit sur l'Harouérie. Donc voilà pour les invités. Alors maintenant le débat, quand on m'a demandé d'animer ce débat, j'ai tout de suite regardé, j'avoue bien humblement que je ne connaissais pas beaucoup Armand de l'Harouérie. J'ai fait des études d'histoire pourtant, et avec un spécialiste de l'histoire de la Bretagne et de la Révolution française en Bretagne qui s'appelle Roger Dupuis, et j'ai regardé mes cours et j'ai constaté que dans le cours de Dupuis sur la Révolution française en Bretagne, l'Harouérie c'est quoi? C'est une page parmi 150-200. Je voudrais préciser que Joël est docteur en histoire. Ouais. Donc j'ai ensuite regardé la production, l'historiographie autour de l'Harouérie, et si on compare par exemple avec un chouan comme Cadoudal, il y a environ 500 ouvrages, y compris ceux qui n'ont pas été publiés, les travaux universitaires qui sont restés sur les étagères des bibliothèques. Il y a 500 ouvrages qui ont été consacrés à Cadoudal, et à peine une cinquantaine sur l'Harouérie. Donc ça fait 1 pour 10. Donc, comment expliquer ce décalage? Certains, j'ai lu une interview de Jean-Jacques Monnier dans le Trégor, parle d'un blackout des historiens, de certains historiens, notamment des historiens républicains, donc victimes du jacobinisme, mais je pense aussi qu'il a été victime de certains historiens royalistes qui ont jeté un voile pudique sur le personnage. Donc, maintenant, messieurs, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez été amené à rencontrer virtuellement Armand de l'Harouérie. Pourquoi vous avez décidé d'écrire soit une bande dessinée, soit un roman, soit produire une série fiction sur ce héros breton méconnu. Comment vous en êtes arrivé là? Alors on commence par... vous avez le micro, pardon, monsieur le directeur des rédactions. Arrête de vous me voyez, sinon tu vas payer l'apéro.
Moi, c'est très simple, ça n'a absolument rien à voir avec le sens. Il se trouve que je suis né à Saint-Brice-en-Colle, que mes parents, enfin nos parents, les deux sœurs et un frère, étaient paysans. Je suis né dans la maison de la ferme, juste à côté de la chapelle où s'est marié Armand de la Rouerie en décembre 85. Et surtout, on n'a pas parlé des arbres de la Rouerie, mais à la mode, comme dans beaucoup d'autres endroits, à Saint-Ouen, à Saint-Christophe-de-Valence et dans d'autres endroits, la Rouerie a planté des arbres. Et à la mode, il a planté des platanes et des tulipiers de Virginie. Et il y en a notamment un qui est un arbre extraordinaire et qui, tous les ans, au mois de juin, se couvre de tulipes. C'est un arbre gigantesque, extraordinaire. Et bien moi, toute ma jeunesse, j'ai vu ces arbres-là et ça me fascinait. Et on me disait, ça c'est les arbres de la Rouerie. Et quand on apprenait à faire du vélo, nos parents nous disaient, relève la tête et regarde l'arbre de la Rouerie. Et puis, on sortait de la maison, on avait les arbres de la Rouerie sous les yeux. Donc c'était difficile de ne pas s'intéresser au personnage. Et je m'étais toujours promis, le jour où j'aurai le temps, de raconter, d'écrire sur lui, mais de l'écrire, et c'est ce que j'ai voulu faire comme je me l'imagine. Je crois avoir tout lu ce qui a été écrit sur la Rouerie. Il y a eu beaucoup de livres, des livres vraiment passionnants faits par des historiens, beaucoup de témoignages. Et j'ai eu envie de raconter le la Rouerie tel que je me l'imaginais, en m'intéressant d'abord à sa jeunesse, parce que c'était un gamin qui devait être infernal. Visiblement, tous les témoignages le disent, et qui montait des bandes avec les enfants de paysans du coin, qui faisaient les 400 coups, et j'ai voulu raconter ça, raconter ensuite tout ce qui a été merveilleusement décrit tout à l'heure, une vie absolument incroyable. Et puis, faut bien comprendre, si on prend la fin de sa vie, toute la fin de sa vie, sa mort, on l'a raconté. Les envoyés de Danton l'ont déterré 5 semaines après sa mort pour le décapiter. Et surtout ses compagnons, qui ont tous été arrêtés, ses compagnes et ses compagnons, 12 d'entre eux ont été guillotinés le 18 septembre 1793, place de la Révolution à Paris, place de la Concorde aujourd'hui. 12 guillotinés en 12 minutes. Et Fouquier-Tinville, le sinistre Fouquier-Tinville, avait mobilisé énormément de détachements, tellement il avait peur que ça tourne mal, parce que la coalition La Rouerie faisait peur. Et il faut placer ça dans l'époque. Ça a été un des premiers massacres de masse, d'ailleurs, à la guillotine, 18 juin 93. Hein. Comment 18 juin 93, l'après-midi, voilà. Donc, c'est une vie c'est un personnage de roman. Pour moi, c'est vraiment un personnage de roman. Personnage qui devait être assez fascinant, capable d'exaltation extraordinaire et de moments de dépression très, très sombres. Et puis surtout, il y a d'autres personnages autour de lui auxquels je me suis intéressé. On l'a évoqué tout à l'heure sans citer son nom, le comte Ransonnet-Noyant, qui possédait la Mancelière à Baguet-Piquant, à côté de Dole, qui est un personnage visiblement extraordinaire, passionné par les plantes, passionné par le magnétisme, et surtout c'était le neveu de La Chalotais, le procureur général du Parlement de Bretagne. Et la Rouerie, Armand était très très proche de Noyant. Ils ont d'ailleurs posé les bases de la puisque comme le disait Thierry Navessel, la Rouerie avait proposé à Ransonnet-Noyant de présider l'association. Autre personnage fascinant de sa cousine, Thérèse de Moilien, une femme qui est montée sur la guillotine, qui a refusé qu'on lui attache les cheveux, et qui était une femme visiblement une femme de caractère, qui était visiblement très, très, très raisonnable et très impliquée dans les idées que portait Armand de la Rouerie, qui était visiblement moins folle que son cousin et qui, je pense, le tenait un peu parce qu'il était quand même, il devait être difficile à suivre. D'autres personnes comme Louis Dupont-Avis, qu'il faut citer, c'était un jeune officier, originaire né à Montour, à côté de Saint-Brice-en-Colle, Louis Dupont-Avis, dont le père possédait à Saint-Brice le manoir de la Branche, et qui surtout a averti la Rouerie qu'il était en train de se faire trahir. Il avait de mauvais rapports avec Cheftel, il a averti la Rouerie qui était assez naïf, visiblement, ne l'a pas écouté, et Louis Dupont-Avis a été le dernier des 12 à être guillotiné le 18 juin 93. Donc des histoires fortes, passionnantes, et voilà, j'ai eu envie de raconter ça. C'est un roman, c'est pas une biographie, c'est un roman. Donc j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la vie d'Armand. Et puis j'ai créé d'autres personnages autour pour raconter ça, notamment sur les périodes où les historiens ont laissé peu de choses. Voilà. Donc c'est un roman, c'est pas une biographie, je ne suis pas historien. C'est vraiment un roman, c'est la spécificité de ce travail. On peut connaître
le titre de ce roman? Non, c'est une question que tu... C'est un titre qui fera référence à l'histoire de la Bretagne, il n'est pas encore définitif, donc voilà, ça sort en octobre, on a encore un peu de temps pour le décider. Mais c'est un titre qui fera référence à l'histoire de la Bretagne. Je salue Malo Boissel-Dubourg, qui est là-bas, parce que j'ai souvent parlé avec Malo de mon projet, et Malo, dont le papa présidait l'association des amis d'Armand de la Rouerie. Et juste une dernière question. Donc ça te sort donc, au mois d'octobre. Tu peux rappeler la maison d'édition? Robert Laffont. Est-ce que c'était compliqué d'aller chez Robert Laffont pour expliquer ce que tu proposais? Enfin, ça a été compliqué de les convaincre? Non, je suis arrivé avec les 5 premiers chapitres. Et alors les premiers chapitres, le premier chapitre raconte un épisode de dysenterie entre Fougères et Rennes. Parce que c'était pour rappeler que c'était quand même rude à l'époque. La vie était dure à l'époque. Les gens avaient la vie très dure. Et c'était pour retrouver le contexte de l'époque. Voilà, donc c'était j'ai envoyé les 5 premiers chapitres, ça les a intéressés, et puis voilà, décidé d'avancer. Mais c'est pas pour le personnage de la Rouerie qu'ils ont accepté? Si, aussi, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas, ils ont trouvé que l'histoire était assez fascinante. Alors il ne s'agit pas de refaire d'autres livres qui ont pu être faits. Le livre de Thierry Navassel sur le point historique est intéressant, ça raconte plein de choses, donc ce n'est pas la peine de refaire la même chose, et plutôt de d'écrire un roman, le faire sous forme de roman, parce que c'est vraiment un personnage de roman. Je crois que si un auteur avait inventé un personnage comme ça, on dirait qu'il est un peu fort, mais c'est bien de le raconter comme ça, je trouve. D'accord. Thierry Gibouret, donc bonjour. Donc toi tu as choisi de t'intéresser à la Rouerie avec la BD, grâce à la BD. Avec la BD, on peut dire même. Tu as déjà travaillé comme ça avec Cadoudal. Tu as fait une biographie de Cadoudal, je crois. Non? Toute petite erreur, c'est mon dessinateur Manco, qui s'appelle Dominique, qui sera là ce soir parmi nous pour signer la BD, qui a consacré une biographie à Cadoudal en dessin chez le même éditeur. Alors pourquoi tu t'es intéressé, toi, à la Rouerie? Alors moi je m'intéresse à la Rouerie non pas parce que je suis né dans le Codelet, qui veut dire le coin de gauche en breton. Donc vers le nord en fait, c'est un nom vieux breton. Moi je suis né en plein pays chouan, je suis un enfant du Broad-Juanet, comme on dit là-bas, le Grand-Net et Broad-Juanet. Et donc les Chouans m'ont toujours intéressé, mais tous les gens qui se sont battus pour la Bretagne. Donc tu as parlé de la Chalotais tout à l'heure, c'est un personnage qui m'a beaucoup intéressé aussi, à qui j'ai consacré des pages dans la série Braise, l'histoire de Bretagne en bande dessinée, écrite, scénarisée et dessinée à la demande de Guy Delcourt, à qui je rends hommage ici, un grand éditeur parisien qui nous demande une histoire de Bretagne. On n'a pas eu à batailler, donc j'en étais très heureux. Donc j'ai croisé ces gens-là dans l'histoire de Bretagne en bande dessinée, mais je les croise depuis longtemps, dans mon enfance, dans mon adolescence. Je me souviens des premiers livres sur l'histoire de Bretagne dédiés aux héros de Bretagne que je lisais à 14-15 ans, que j'avais lu, que j'avais trouvé dans le grenier de mon père. Et la Rouerie n'y était pas aussi surprenant que ça puisse paraître, donc j'ai découvert un petit peu plus tard. Il y avait un autre marquis, pour qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'estime aussi, c'est le marquis de Pontcadec, qui est incarné merveilleusement par Jean-Pierre Marguel, et dans un des barres de Rondeau, que la fête commence de Tavernier. Voilà. Et la Rouerie, je l'ai découvert un peu plus tard, mais j'ai trouvé que c'était une belle figure, une figure romantique. Je vais y consacrer quelques pages dans le tome 8 de Braise, qui est consacré à la période très étroite, chronologiquement, qui va des prodromes de la Révolution française jusqu'à la mort de Cadoudal, donc très symboliquement. Je vais consacrer quelques pages aussi dans l'histoire des Côtes d'Armor en bande dessinée. J'ai trouvé que c'était d'abord une belle figure romantique. On l'a dit tout à l'heure, et puis c'était un homme de son temps. C'était comme on dit en français, en breton on dit un méreter. C'est intraduisible en français ça donnerait un filleur. Donc on va dire un coureur de jupons. Donc cette figure-là m'intéressait. C'était un homme de son temps, dans le sens où on a dit tout à l'heure qu'il était entré en maçonnerie.
j'ai lu différentes sources, je ne sais pas s'il était vraiment, s'il avait été initié ou s'il était proche, mais en tout cas un peu comme Charette, c'était des gens. Et comme la Chalotais, il ne faut pas oublier que la Chalotais avait ferraillé avant, quelques décennies avant, avec les jésuites, pour, on va dire, laïciser un petit peu l'enseignement, etc. C'était des esprits, on peut dire que c'était des esprits des Lumières, quelque part. Alors c'est vrai que leurs adversaires, les adversaires du combat qu'ils ont incarnés, ont essayé de les dépeindre comme des gens un peu réacs, etc. La vérité est plus nuancée, c'est ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que la Rouerie, Armand, comme on l'appelle entre nous, le colonel Armand, faisait partie de la délégation des 12 députés bretons, avec Bedel Artichaut, le tonton de Chateaubriand, François-René de Chateaubriand, qui sont allés, qui ont été mandés ou mandatés par les États de Bretagne en mai 1788 pour défendre déjà les droits, libertés et privilèges, avec 3 paires de guillemets, des Bretons, lors de la suppression du Parlement de Bretagne par le ministre Brienne et par les ministres donc de Louis XVI. Et là, il s'est retrouvé embastillé. Il s'est retrouvé embastillé avec ses 11 camarades, et ils ont été défendus par, on va dire, par les esprits on va dire, les esprits des Lumières de l'époque. Il y a une autre raison que tu n'as pas évoquée, sur la raison de cette bande dessinée. Tu le dis d'ailleurs en avant, je ne sais pas si on peut appeler ça un avant-propos. Je dédie cette bande dessinée à mon ancêtre Grégoire Gigourel, chouan du Morbihan, exécuté le 28 mars 1793 après la bataille de Pontivy. Donc il y a une raison aussi personnelle qui t'a poussé à faire cette bande dessinée. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit en préambule. Moi, je suis un enfant du Morbihan, j'ai grandi dans le Trégor, donc loin du Coglay, je suis désolé, mais avec des... Personne n'est parfait. Novodiste parfait, mais avec des racines qui plongent loin dans le pays vantais, du côté du Golfe pour ma maman Gauze, du côté maman Gauze maternelle, du côté du Bron-Pourlette, du côté de Gigourel, en fait, et ça je connais pas mal dans la famille, en tout cas en particulier dans le pays Pourlette, puisque mon ancêtre Grégoire, qui s'appelle comme mon neveu d'ailleurs, Grégoire Gigourel, le fils de mon frère, c'est pas un pur hasard, je pense que c'était le Tadic qui avait demandé à mon père quand il a su à mon frère quand il a su que ma belle-sœur était enceinte, il me dit fais-moi un petit plaisir, donne-lui le nom de notre ancêtre Grégoire qui avait été exécuté à Pontivy le 28 mars 1793. Et effectivement, ça me touche personnellement, mais comme me touche aussi toute l'histoire de Bretagne en fait. Alors je lirai aussi, et dans mon esprit, puisque là on n'est plus dans la partie strictement historique, mais dans la partie on va dire de création, je lis aussi la résistance de Cadoudal, de Mercier-la-Vendée, de nos ancêtres chouans, à la résistance des Vénètes contre l'agression césarienne, on va dire 2000 ans avant, et là c'est du côté de maman Mougose. Merci, Thierry Navas. Oui. Moi, j'ai déjà dit, je me suis marié avec une Bretonne. Donc, c'était des Bretons hard. Ma belle famille, c'était des Bretons hard, je peux vous dire. Donc, j'étais obligé de me plier. Par amour. J'ai oublié de citer votre ouvrage tout à l'heure, donc La Rouerie rivale de Lafayette, c'est donc un docu-fiction aux éditions Le Temps. Et donc, vous travaillez actuellement sur une adaptation cinématographique. Oui, depuis le début, c'était ça, parce que c'est mon métier. Donc, j'ai fait ce livre, en fait, pour mettre tout ça en ordre, comme une sorte de Bible, entre guillemets, pour faire la série. Puisque je le dis d'ailleurs dans le livre, c'était l'objectif principal, c'est mon métier, je suis ni historien ni romancier. Donc, ça. Et ça fait un an et demi maintenant que le livre est sorti en 2000, bon et tout ça, ça fait 1 an et demi que j'ai été voir les professionnels, que je connais un peu, j'ai travaillé 20 ans à la télévision, mais c'est pas des intellos les mecs, vous voyez, donc c'est pas en télé, les séries télé, c'est pas... bon, donc c'est compliqué, et quand vous arrivez, vous parlez de la rouerie, ils disent, bon d'accord, ouais, très bien, merci, bon, on verra, Lafayette c'est plus connu, c'est pas compliqué. Le sujet est pas très important, hein. Mais donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, et en fait, sans rentrer dans le détail, je vais plus me concentrer, parler naturellement de la rouerie et des autres personnages, parce que
tout ça, c'est un ensemble. Il parlait de Thérèse, moi, Thérèse de Moignien, sa cousine, il n'y a rien n'a été écrit sur elle, qu'un fascicule de 30 pages aux archives de Fougères, qui est très bien d'ailleurs, de 30 pages, mais c'est un personnage fascinant, qui a été, comme vous l'avez dit, qui a équilibré la rouerie, il y avait une sorte Alors, j'avais pensé dans un premier temps, pour essayer d'être vendeur un peu vis-à-vis de la télé, de l'amitié entre les trois, c'est-à-dire George Schaffner, l'américain, Thérèse et lui, qui était une habituée, bon, vous voyez ce que je veux dire, je légime un peu, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent d'ailleurs que, Victor Hugo, dans 93, disent Thérèse de Moignien, la maîtresse de la rouerie. Bon, il est parti dans un élan comme ça. D'autres disent qu'elle était avec Schaffner, qui était très beau. Des gens disent qu'il était très réservé. Le contraire de la rouerie. Schaffner était grand, fort, costaud, très beau, mais très très secret, parlant mal français avec un gros accent. Et on lui prêtait, quand vous voyez tous les courriers, vous lisez tout ça, on lui prêtait une aventure, ou qu'il était amoureux, ou qu'elle était amoureuse. Donc je me suis dit à un moment, tiens, on va faire Julie Jim dans la terreur. Je trouvais ça un peu marketing, un peu con. Perdu la tête. Si, mais je me dis ça plaira peut-être. Bon. Et finalement, la série sera concentrée sur ça, je pense, et c'est sur quoi on travaille en ce moment. Parce que vous savez, c'est très important en audiovisuel maintenant. Le financement a beaucoup changé, moi ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Le sujet ne compte pas vraiment, c'est le marketing, l'image. Bon. Mais quand vous avez une histoire très forte, c'est ce moins en France, mais aux États-Unis, parce que je veux le faire beaucoup du côté américain, parce que j'estime que la personnalité de la rouerie peut s'expliquer beaucoup par tout ce qu'il a fait là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crois pas, je pense pas que c'était un naïf, contrairement à ce que tous les Français pensent, et que le Loup pense, et la trahison de Chevetel dont on a parlé. Là, je pense que c'était pas... Si c'était un naïf, tout ce qu'il a fait aux États-Unis, il l'aurait pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était très dur là-bas aussi, très très dur. Donc de se débattre pendant 7 ans, d'acquérir cette réputation et tout, ça prouvait que c'était... Il a quand même pris plein la tronche là-bas. Hein. Je pense qu'il donnait sa confiance, ça c'est incontestable. Oui, il donnait sa confiance, il la donnait complètement. Mais il y avait peut-être un excès de générosité et peut-être un manque un peu de pas si c'est à l'heure aujourd'hui, mais mais voilà, peut-être pas d'analyse. Vous avez peut-être raison. Je crois que chacun, quand il lit son histoire et qu'il voit tout ça, a son point de vue. Moi, ça m'a amusé de le présenter comme un type très structuré, très intelligent, et parce que je me suis dit, allez, Chateaubriand parle dans les mémoires d'outre-tombe. Il fait en un paragraphe, il résume tout ce qu'on a dit, magnifiquement, sur ce qu'il est. Victor Hugo, dans le 93, qui pour moi est le meilleur roman sur la Révolution, le cite 5 fois. Les gens, vous avez sans doute lu 93, vous oubliez, mais 5 fois il est cité dans l'histoire, il revient 5 fois. Il a quand même situé la région 93 dans la région de Fougères, la région en Bretagne. Il n'a pas cité son meilleur roman sur la Révolution, on parlait de la Révolution, il a cité à Fougères, dans les forêts, où se battait la rouerie. Je me suis dit, tout d'un coup, je me suis dit, mais ces grands écrivains, ces types-là, tout d'un coup, et Washington, le jugement, et au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, je me dis, mais Washington, c'est pas, vous voyez, il n'était pas simplement sous le charme d'un type charmant, gentil, généreux, drôle, dragueur, vous voyez, il y avait quand même de la substance derrière. Et je trouve un peu que on a tendance, en France, par son romantisme et son côté un peu marginal et excessif et passionné, à le rendre plus superficiel que je pense qu'il était. C'est pas ce que j'ai dit, hein, parce que je pense qu'il était extrêmement intelligent et il allait vraiment très vite. Je pense qu'il pensait très vite aussi. D'ailleurs, tous les témoignages le disent. Il fascinait les gens par son intelligence. Mais je pense qu'il y a peut-être un excès de confiance qu'il a donné à certaines personnes qui l'ont trahi. Parce que c'était un choix. C'est bien une trahison. Hein. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Parce que des amis comme ce médecin, il ne faut pas en avoir trop. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Mais Chevetel, je pense qu'il y avait une vraie rencontre avec Chevetel quand il l'a connu, que l'accueil qu'il a fait à Chevetel au moment de sa maladie de sa femme, que Chevetel, qui avait suivi son père, qui était un médecin de campagne dévoué, mais que les gros bourgeois et l'aristocratie
regardait un peu d'une façon condescendante, mais lui était le vrai médecin de famille, s'en foutant de tout ça, peut-être sans ambition comme ça, que le fils en avait souffert, moi c'est mon interprétation, avait souffert de l'humiliation que son père subissait. C'est là que je vous fais de la psychologie. Mais c'est comme ça que je le vois également, et que quand il est accueilli en 85 par la Rouërie dans ce château, que l'autre l'accueille et lui ouvre sa porte et le traite comme un être humain, enfin comme un égal, ça a été, je pense, une vraie amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Une vraie amitié. Et que je pense qu'après, et qu'il a recommandé à Provence et tout, qu'après, il y a eu des convictions chacun, et ça, je pense aussi que la trahison dont vous parliez de ça, elle a été tardive. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement pas d'accord, mais ils avaient un respect. Le mémoire de Chevetel, que vous avez lu, c'est incroyable parce que, comme il a été accusé de trahison très vite, Chevetel, par tout le monde, par tous les acteurs, à la fin en 1800 et quelques, il y avait Beauchamp, un historien qui a fait tout un livre en expliquant la trahison de Chevetel depuis le début. Lui, il a fait un mémoire qu'il a publié. Et ce mémoire, c'est très intéressant parce qu'on sent une fascination par la Rouërie. Il dit ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il était très intelligent et tout, mais il enfonce sur le côté superficiel, tout ça. Bon. Voilà, c'est un personnage. J'aimerais lui donner plus de densité que on y donnait. Voilà, mais quand on dit naïf, il était généreux et il s'en foutait. C'est-à-dire qu'on lui reprochait. Ça se voit aussi, ses collègues de l'association, dans l'été, de parler à Chevetel. Il a envoyé, c'est incroyable, il le savait que Chevetel parlait à Danton, avait un double langage. Et il l'a envoyé à Londres avec Fontevieux, en octobre, pour pouvoir missionner par l'association bretonne. C'est quand même incroyable. Alors, là, si vous voulez, là, il savait que l'autre avait un double langage aussi, mais c'était plus qu'à l'époque, je crois, tout le monde se parlait qu'à ce niveau-là. Tout le monde parlait avec tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas qu'il n'y avait pas de... Voilà. Moi, c'est mon interprétation, mais enfin, moi, je ne suis pas historien, encore une fois. Et... Pour en revenir à la série... la série. En fait, maintenant, je vais faire... La série va être plutôt que sur la Rouërie, va être sur l'association bretonne. Parce que je suis fasciné par cette thèse qui est Brejvik d'un côté qui attaque le Veto, et lui qui est à l'ouest, et après, il se rejoignent à Paris. Et ça c'est une histoire. C'est-à-dire que Valmy n'aurait pas eu lieu, bon, avec Dessy on y arrive, ça aurait pu marcher, entre guillemets. On ne va pas changer le cours de l'histoire, entendons-nous bien, mais il y aurait pu y avoir, si ça avait marché, ce plan et tout ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est du suspense, vous voyez ce que je veux dire. Puis d'un coup, Valmy a tout foutu en l'air, et après c'est parti à volo. Mais il y a une vraie histoire de comment se monte ce que Calonne a voulu imaginer faire. Voilà. Donc je vais centrer ça. Il y aura tout avec des flashbacks, ce qu'il a fait aux États-Unis, avec son enfance et tout ça, mais ça va être concentré sur la création de l'association bretonne, la visite à, comment il s'appelle, Noyant, qui est un personnage, je suis d'accord avec vous, fantastique. Il y aura tout humainement, les rapports avec Thérèse, les rapports avec Schaffner, tout ça. Mais l'histoire, si vous voulez, ça sera la création de l'association bretonne. C'est comment une idée partie d'une région aurait pu, à une époque, basculer, avoir un rôle plus important qu'elle n'a eu dans les événements historiques. Voilà, ça va être l'idée de la série. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et on pourrait espérer l'avoir quand sur les écrans. Mais ça, c'est... Là, on en est avec les scénaristes. Il faut maintenant comment c'est financé ces types de séries. Ça a changé beaucoup depuis le début de ça. Maintenant, c'est les plateformes. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle Netflix, Apple, tout ça. Ils financent 100%. C'est-à-dire qu'avant, on allait voir une chaîne de télévision, France 2, M6, une banque, tout ça. Là. Maintenant, non, c'est fini maintenant. C'est très compliqué, mais c'est vous arrivez avec votre histoire, d'habitude. Un synopsis, c'est une mini-série, ce ne sera pas un film, ce sera une mini-série, c'est-à-dire 5 épisodes ou 6 épisodes, ce qu'on appelle, bouclés. Vous arrivez avec ce qu'on appelle une petite mini-bible, c'est-à-dire un synopsis, les 5 axes, ce qu'on appelle les axes, c'est-à-dire les 5 épisodes, résumé des 5 épisodes, les personnages, vous allez voir les 6 plateformes, et vous leur dites ça. Ils vous disent oui ou non, s'ils disent oui, puis dans ce tout, ils font tout le truc. Et s'ils disent non,
Si les 6 disent non, ben vous revenez chez vous. Sur votre table de nuit, et vous finissez vos jours avec la Bible sur les tables de nuit. C'est à peu près ça. Mais c'est du qui tout double. Hein, Donc maintenant, j'en suis où? Je travaille donc avec mes anciens camarades, et on travaille maintenant à faire cette Bible, là, qu'on est en train d'écrire, et à la faire bien avant d'y aller. Parce qu'on ne peut pas y aller 2 fois. On ne peut pas y aller une fois et dire « Ah non, non, on a corrigé ». Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est pas encore au tout début. Vous voyez, on n'en est pas du tout. On n'en est pas du tout dans le truc. Thierry Gigourel, pourquoi vous avez préféré utiliser la bande dessinée plutôt qu'un livre classique pour raconter la vie de Larouérie? Et est-ce que c'est compliqué? Parce que 48 pages, comment on résume en 48 pages une vie aussi riche? Comment vous avez fait pour choisir les zooms, les points que vous avez développés dans votre bande dessinée? Oui, alors comme mon voisin François Xavier, l'idée d'écrire des romans historiques me trotte dans la tête aussi depuis le temps que je fréquente ces personnages connus, moins connus, romantiques. Ce que j'aime bien dans le personnage de Larouérie, c'est son côté romantique, évidemment. Il est mort jeune, c'était un homme infâme, c'était un homme aventurier, etc., qui a une vie pleine de dangers. Mais, ou alors, dans un deuxième temps, on les traitait en forme de bande dessinée, on va dire du roman en bande dessinée, hein, avec un fond historique, genre l'épervier de Pèlerin, etc., que j'aime bien, et qui est un personnage intéressant, Pèlerin. Et pourquoi j'ai préféré traiter Larouérie en bande dessinée? Tout simplement parce que ça fait des années que je travaille dans le milieu de la bande dessinée, d'abord chez Soleil Celtique, où j'ai fait la série Les Druides, qui a bien marché, qui a été traduite dans une dizaine de langues. Alors là, c'était du roman historique, par contre. Et là, j'ai envie d'y revenir, en fait. Et puis après, Delcourt m'a demandé cette série dédiée à l'histoire de Bretagne en bande dessinée, dans laquelle, dans le tome 8, j'ai fait apparaître la Larouérie, on l'a déjà dit. Toucher un public plus large aussi, peut-être, non? Les jeunes qui sont plus tentés par l'image et par le... Oui, alors pour la petite anecdote, quand j'ai dit à Thibaut Dary, mon éditeur chez Fleurus, en fait, que j'ai proposé ce sujet, soutenu par mon dessinateur Dominique Seb, hein, qui est Manco. Hein, Manco, pour l'anecdote, pour la petite histoire, c'est l'anagramme de Makhno, qui était un leader anarchiste ukrainien dans les années 20. Il s'est battu avec l'armée rouge contre les nationalistes de Pezliura. Donc ça nous ramène un petit peu dans l'histoire immédiate. Et j'avais rencontré Manco lorsqu'on a écrit le tome 1 de l'histoire de Rennes, publié chez Petit à Petit. Donc tout ça, c'est des histoires de rencontres de la bande dessinée, en fait. Donc ça a été un petit peu, je dirais que ça a été un petit peu une évidence, tout simplement. Mais ça m'a bien plu d'interpréter ce personnage en bande dessinée. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on parlait tout à l'heure de trahison et de naïveté. Alors, ce que je me dis, c'est que beaucoup de chefs chouans ou vendéens ont cru à la parole du comte de Provence que Larouérie est allé voir en Allemagne, qui dirigeait l'armée des émigrés, du comte de Provence et d'Artois, hein, qui avait promis à Larouérie, à l'association bretonne. Tu as parlé de l'association bretonne, le nom c'est Thierry, on en a tous parlé un petit peu, puisque c'est le sujet central. L'association bretonne avait un des buts fondamentaux, c'était de rendre à la Bretagne ses droits et libertés, et ce qu'on appelait des privilèges à l'époque. Et quand j'ai fait la BD sur l'histoire de Vitré, j'ai découvert ou redécouvert un personnage que j'aime beaucoup, c'est Arthur Lemoine de la Borderie, qui a dit en préambule, non, la Bretagne n'est pas une région, c'est bien mieux qu'une région, c'est une nation, c'est une vieille nation européenne, etc. Donc je ne citerai pas ses propos exacts, mais la Rouérie, qui était en rapport avec le vicomte de Boterel, qui était le dernier procureur général syndic des États de Bretagne, dissous en novembre, d'un trait de plume, en novembre 1789, comme notre Parlement, hein, qui avait des fonctions de cour d'appel, mais aussi des fonctions de Parlement au sens où on l'entend aujourd'hui, eh bien, avait obtenu des comtes, les fameux frères de Louis XVI, l'assurance que quand il remonterait sur le trône, ce qui est arrivé en 1814 à la Restauration, il rendrait à la Bretagne ses droits historiques et ses institutions nationales. Et ils n'ont pas tenu parole. Donc là, on peut se demander encore, est-ce que, excuse-moi Thierry, mais est-ce que la Rouérie, qui était vraiment convaincue des droits de la Bretagne,
je pense que ça a été très important dans sa démarche de rentrer en rébellion, en résistance, était naïf par rapport aux frères de Louis XVI ou pas. Hein. On pense à Charette qui est sous les feux des projecteurs actuellement. En Vendée, c'est pareil. Il a cru à la parole des comtes d'Artois et de Provence, et on s'est aperçu que en 1815, Louis XVIII, quand il est remonté sur le trône, a fait désarmer les Vendéens, les paysans vendéens, qui se sont insurgés avec les ouvriers du bassin de Cholet contre les nouveaux maîtres du pays, qui étaient la bourgeoisie en fait. Il les a fait désarmer par un monsieur qui s'appelait Turreau de Garambouville. Alors, les historiens officiels disent toujours Turreau. En fait, il s'appelait Turreau de Garambouville. Et il a un grand boulevard. J'allais à un festival de bande dessinée, invité par l'équipe du festival de bande dessinée d'Évreux. Et puis, mon hôtel était sur le boulevard de Garambouville. Et je demande à la patronne, mais c'est qui ce monsieur? C'est Turreau de Garambouville? Elle me dit oui, oui, tout à fait. Et Turreau de Garambouville, il a son nom aussi sur l'Arc de Triomphe, c'est le massacreur de la Vendée. C'était le chef des fameuses colonnes infernales de sinistre mémoire. Et Louis XVIII a fait désarmer les paysans vendéens à qui Napoléon avait conservé le privilège ou le droit de garder leurs armes, et les a fait désarmer par Turreau de Garambouville, qu'il a lui-même remercié en le décorant de l'ordre de Saint-Louis. Donc effectivement, c'est une question qu'on peut se poser sur les élans de cœur, la naïveté, le côté romantique de ces chefs qui se sont fait rouler dans la farine par des gens qui ont continué le régime centralisateur de Napoléon, des Jacobins, de Louis XIV, de Louis XV, etc. Là, la parenthèse étant close, comment adapte-t-on la Rouërie en bande dessinée? Oui, c'était compliqué. Au début, moi, contrairement à la série... Déjà, il y a un tiers du livre sur l'épisode américain. Et puis en page 18, la bulle dit « Enfin la Bretagne ». Et donc, enfin la Bretagne, tout le reste de la bande dessinée consacrée à l'épisode breton. Donc en gros, ça fait un tiers des 48 planches. Hein. Donc au départ, j'avais même consacré moins de planches à l'épisode américain. Parce que j'avais travaillé beaucoup sur le nôtre, hein, donc que j'engage tout le monde ici à lire. Hein, le nôtre, j'ai une édition ancienne de 1903. C'est l'un de l'autre. Voilà, exactement. Et lui ne parle pas beaucoup de l'épisode américain. Thierry l'a corrigé après, puis il y a un autre auteur qui est très intéressant aussi, qui a travaillé chez la librairie Académique Perrin, c'est Christian Bazin aussi, qui a développé davantage l'aspect américain. Et alors mon éditeur Thibault m'a dit, Thierry, c'est bien de parler de la Bretagne, hein, mais sa vie américaine a été importante, et nous on travaille pour un public, pour un lecteur français en général, pas que breton, c'est pas que Braise, pour qui j'ai travaillé aussi. Et donc on est un éditeur parisien, donc on aimerait bien nous adresser à tout le public français et peut-être demain américain, on ne sait jamais. Et donc il m'a demandé de développer l'épisode américain, donc je l'ai creusé un petit peu. Mais moi personnellement, effectivement, pour épaissir le côté romantique, le côté bagarreur à qui mes petits camarades ont fait allusion depuis tout à l'heure, plus qu'une allusion soutenue, j'étais intéressé évidemment, puis pour donner un peu de bagarre, un peu de densité au bouquin, parce que à la BD, parce que hélas, on l'a pas beaucoup souligné, mais hélas, notre cher colonel Armand est mort en Bretagne avant l'insurrection de mars 1793, et donc lui qui ne rêvait que de plaies et de bosses n'a pas eu la vie de Cadoudal, ou même celle de Charette. Donc il fallait épaissir un petit peu. Après l'écueil, ce qui est difficile dans le mariage de la bande dessinée et de l'histoire, c'est d'éviter des textes off, pas trop de textes off, sinon ça donne une histoire de Bretagne ou du personnage qui ressemble à celle qui avait été faite il y a une vingtaine d'années, qui avait le mérite d'exister, qui était bien, qui était reprise en prépublication par Ouest France, mais avec beaucoup de textes off. Donc je voulais donner la primeur au dialogue. Dans les personnages de l'histoire contemporaine, c'est pas tellement difficile parce qu'on a beaucoup de sources, on a beaucoup de bouquins. Excuse-moi, mais le temps passe, on n'a plus que 5 minutes et j'aimerais bien que la salle intervienne, nous pose des questions si elle a des...
si les gens ont des questions à poser. C'est Morgane. Oui, je n'ai pas tout suivi parce que je suis arrivé bien en retard. Excusez-moi. Mais je voudrais vous dire que de la Rouerie, il y a tout un aspect de son caractère qui est assez particulier. Et vous avez souligné qu'il était bagarreur, c'est vrai, à la limite, c'était peut-être même un petit voyou qui se croyait tout permis. Avez-vous raconté cette histoire à Paris où il s'était entiché d'une actrice avec Une question, monsieur. Une question. Question bleue de monsieur. Par contre, je crois que quand il est arrivé en Amérique, il est arrivé 6 mois avant Lafayette d'ailleurs. Le monsieur. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que la Révolution française est partie des personnes qui étaient proches des nobles? Ça veut dire des personnes comme Cheftel qui étaient proches de certains nobles. Ben, Cheftel était très proche de la Rouerie. Et je fais une petite ressemblance avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec la révolte des esclaves noirs. Puisque la révolte des esclaves noirs est partie aussi des esclaves de maison. Ceux qui étaient employés dans les maisons, donc qui avaient accès à l'instruction du maître. Donc c'est aussi partie de ces gens-là qui gravitaient autour des maîtres de plantation que les droits civiques sont nés aux États-Unis. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre? Là, sur l'histoire de la Révolution, c'est aux historiens, je crois, de répondre. C'est sur... Oui. Monsieur, allez-y, oui. Oui, bonjour. Comme ça? Ouais. Oui, c'était juste un petit témoignage, mais plus contemporain, qui s'adresse à M. François-Xavier Lefranc, qui nous a dit qu'il était originaire de la région du Coglès à travers ses parents, ses grands-parents, qui ont sans doute connu les miens, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, puisqu'ils étaient salariés, fermiers, au château de la Rouerie. Ils sont originaires de l'Écousse et de la Pèlerine, qui est un endroit que vous devez bien connaître. Donc voilà, moi je suis venu pour découvrir ce personnage parce que ça me parle. J'y allais souvent avec mon papa au château, parce que c'était une façon de revenir un peu sur ses origines. Voilà, en tout cas, je suis ravi de voir que nous avons peut-être fait partie de la même famille. Voilà. Je travaille sur l'ADN et sur la généalogie. Et donc voilà, je suis en train de faire beaucoup de recherches là-dessus. En tout cas, sûr que vos parents ou vos grands-parents ont croisé les miens et se connaissaient. Parents peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire que redécouvrir la Rouerie, c'est aussi redécouvrir tout un pays, le pays du Couesnon. Et le Couesnon, il faut le prendre presque à sa source. Le Couesnon, il naît dans la Mayenne, et le grand-père d'Armand de la Rouerie, dont on n'a pas parlé, et dont il aurait peut-être fallu parler, qui s'appelait Armand de la Bellinais, son grand-père maternel, avait son domaine à Luitré, donc juste entre Fougères et la Mayenne, et Fougères et le Maine. Et c'est un domaine qui est dans une boucle du Couesnon, et le Couesnon nous emmène jusqu'à, évidemment, le pays de Fougères, jusqu'au Mont-Saint-Michel, en passant par le pays d'Entrain. Et donc c'est tout ce pays-là qui raconte la vie de la Rouerie, avec des lieux. On a parlé de ce merveilleux lieu du château de Saint-Ouen-la-Rouerie, qui est un très bel endroit. Il y a plein de lieux, à Saint-Brice, la Motte, le Rocher-Portail, Fougères aussi, parce que Fougères, il y est né. C'est le tribunal de Fougères qu'on a vu tout de suite, en fait. Le château de Fougères. Et il y a en fait plein de très beaux lieux comme ça qu'on peut redécouvrir aujourd'hui en suivant ces traces. Et je trouve que c'est aussi une façon c'est aussi l'un des intérêts de redécouvrir la Rouerie. Monsieur. Juste une dernière question, et après on va.
Une information, nous sommes ici quelques-uns de l'association bretonne, l'autre association bretonne, et j'ai apporté, nous nous sommes intéressés à plusieurs reprises à l'arroerie, et j'ai apporté des bulletins où il y a des articles sur lui. Voilà. Merci à tous. On va encore pour la première partie, donc la première matinée. Cet après-midi, on parlera des relations américano-bretonnes au XXe et au XXIe siècle, avec toujours des intervenants comme Charles Kergaravan, donc à 14h30, à 15h15, le USA en Bretagne, la présence américaine adresse avec Benoît Chalky, l'actualité culturelle et économique des relations Bretagne-États-Unis, Éric Betty, et en conclusion, Elisabeth Webster. Les signatures en fin de journée. En fait, Malo, quand il est arrivé aux États-Unis, il y avait déjà le label produit en Bretagne, l'Arwery. Ça fait pour ça. Nous allons rue Saint-Georges au restaurant La Fabrique. C'est vrai que ton père avait... Donc, ralliez-vous à Montagne-Argent Ah ouais, et restons groupés. donc Malo est le secrétaire général du produit en Bretagne. Ah oui, d'accord. En fait, là, c'est que des gens qui avaient initié qui se sont engagés sur le territoire et en partie en tout cas. Bah, ouais, est-ce que c'est toujours les mêmes gens malheureusement enfin, c'est très bien, mais des fois, tu as du mal à sauver un peu. Que je voulais qu'on organise dans le Coglet pour redonner au niveau local, quoi. La transmission. Pour moi, c'est moins évident, mais maintenant, c'est toujours le même que dans les que localement. comme il y a un peu des questions, un mec qui s'est occupé des En Bretagne. Oui, à Lorient en plus, mais... Le siège de l'Institut culturel de Bretagne est à Vannes. Oui, je sais. Oui, tout à fait. Oui. Bernard Lénard, il était en Bretagne. Est-ce qu'elle est là? Qui ça? La femme de Bernard Lénard. Je ne sais pas, il faut... Et je pourrais en parler, elle ne m'a jamais répondu, mais je lui ai pas poser la question à Jacques Fippo, le président. Oui, d'accord. Je m'occupe déjà. J'ai déjà assez à faire. Reste concentré sur est-ce que tu as reçu mon mail? J'ai envoyé ça. Tu l'as envoyé à Tournon. Oui, Jean-Luc, on va y arriver. Non, mais j'ai plein d'adresses mail. C'est Jean-Luc.Sirin@scolu.les
C'est ça. Tiens d'ailleurs, tout le